Alors, petite question pour commencer, est-ce que tu te souviens des Gilets jaunes? On était sur les ronds-points partout en France et on discutait, on s'envoyait des infos, on s'organisait en manifestation, on faisait des actions et on n'a pas réussi à dégager Macron, c'est vrai, on n'a pas réussi à s'organiser pour que ce soit nous, le peuple, qui décidons de notre société. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Canard Réfractaire. Aujourd'hui, c'est notre 4e épisode de notre série sur le capitalisme. Et après avoir analysé en détail le développement économique capitaliste des États-Unis dans les années 20, aujourd'hui, on va s'intéresser à un tout autre système, le système soviétique qui s'est construit à la même époque en Russie. Parce qu'en parallèle du capitalisme des années folles états-uniens, tu avais des militants révolutionnaires russes qui ont pris le pouvoir et qui se sont posé une question: comment développer un pays sans capitalisme? Une expérience faite malgré les guerres, les complots, la pauvreté et l'isolement, une révolution d'ouvriers et de paysans qui a tenu des années et qui nous donne un aperçu de ce que peut être une révolution. Et donc installez-vous confortablement, car cette histoire, on ne vous la raconte pas souvent. On est en 1917, 12 ans après la révolution ratée de 1905. L'Empire russe est à terre, la guerre mondiale se passe mal, l'armée est déstructurée par le manque d'armes et d'uniformes, la famine perdure, la police est débordée, les révoltes se multiplient et l'empereur abdique en février 1917 et les aspirants bourgeois, aux côtés de quelques opportunistes, veulent se partager le gâteau de la noblesse dissoute. Mais le parti bolchevique avec Lénine et Trotsky n'accepte pas ce compromis et continue d'accompagner les révoltes. Ils proposent alors leur plan à l'Assemblée révolutionnaire de Saint-Pétersbourg. L'Assemblée accepte et fait courir la nouvelle: c'est bientôt l'heure. En 1917, les ouvriers armés attaquent partout dans le pays. À Saint-Pétersbourg, ils virent tous les ministres, mettent en prison les anciens dirigeants, désarment l'ancienne police et finissent par occuper tous les lieux de pouvoir politique et économique du pays. De sorte qu'aucun empereur, aucun noble, aucun bourgeois dans aucun bureau ne puisse prendre aucune décision. Pour la première fois de l'histoire, des militants socialistes organisent une révolution et prennent le contrôle d'un pays tout entier. Octobre 1917 donc, nos révolutionnaires vont se mettre au travail. Ils commencent tranquilles avec l'annulation de la dette envers les pays étrangers et en plus de ça, ils vont divulguer les documents secrets issus des banques et de l'armée. Ça, c'est juste pour s'échauffer. Mais évidemment, ils ne vont pas se limiter à ça. Nos révolutionnaires vont réquisitionner toutes les entreprises et les mettre sous le contrôle des soviets. Soviet, ça veut dire conseil en russe, et ce sont des assemblées démocratiques de révolutionnaires. On parle là de vraies organisations prolétariennes, les gens ils y viennent pas saper comme des ministres. C'est comme un rond-point de gilets jaunes, mais en mieux organisé, qui a duré sur les années, et après la révolution d'octobre, leur nombre a encore et encore augmenté jusqu'à rassembler 3 millions de personnes. Et une fois démarrée la révolution d'octobre, le mot d'ordre est simple: tous les pouvoirs aux soviets. Il y a donc des soviets qui se montent partout dans le pays. Chaque usine a son propre soviet qui gère démocratiquement l'usine. Chaque quartier et puis chaque ville a son propre soviet. Pareil pour l'armée, pareil pour les paysans et même à l'échelle nationale. Les soviets, ces assemblées démocratiques, prennent le contrôle de toute la société russe et à partir de ce moment-là, l'État soviétique est né. Par exemple, le soviet de la Société des chemins de fer de Saint-Pétersbourg, c'est une assemblée d'ouvriers qui organisent eux-mêmes leur travail pour produire les chemins de fer qu'il faut sans patron. Et vu qu'il faut se coordonner à grande échelle, ils créent des soviets de soviets. Par exemple, il y a un soviet pour toute l'industrie lourde qui rassemble un représentant élu de chaque soviet d'usine de chemin de fer, de tracteurs, etc. Puis un soviet de paysans nationalement regroupés avec plein de représentants élus de chaque soviet agricole du pays. Puis des soviets régionaux avec des représentants élus par les soviets de chaque ville. Chaque soviet a donc son représentant et chaque représentant est évidemment révocable à tout moment par le soviet. Les travailleurs sont à la fois ceux qui décident mais aussi ceux qui mettent en application les décisions, que ce soit dans leur ville, dans leur quartier, dans leur entreprise ou dans leur secteur. Là on parle d'un État démocratique qui contrôle la production et la gestion de tout un pays sans capital et sans patron. Et donc tout l'enjeu dans cette histoire, ça va être de se coordonner entre soviets pour organiser la production. Alors, la première chose à analyser, c'est le contexte, comme toujours.
En 1917, il faut savoir que la toute jeune URSS hérite de l'économie impériale qui était basée quasi exclusivement sur une paysannerie féodale éclatée et peu mécanisée, avec ici ou là quelques îlots industriels mais qui ne permettent pas de construire de grandes usines et de lancer un grand cycle de production industrielle. Et dans cette situation, il n'y a pas 1000 solutions possibles. Leur plan, c'est de produire un surplus de céréales, se débrouiller sur le marché étranger pour les vendre, pour ensuite importer les pièces mécaniques et les matières premières indispensables à l'industrialisation du pays. L'idée, c'est qu'à partir de cette industrialisation, ils vont pouvoir lancer un nouveau cycle de production pour produire des tracteurs, produire des usines, produire des biens de consommation, etc. Alors, on est en Russie. En 1918, tu as des paysans qui font leur récolte, l'État en récupère une partie, la vend à l'étranger et parvient à accumuler des pièces industrielles. Les soviets se rassemblent et se disent « Ok, la priorité, c'est de lancer la fabrication de masse de tracteurs pour mécaniser l'agriculture, pouvoir cultiver sur de grandes parcelles avec peu de besoin de main-d'œuvre et qu'il y ait donc par la suite plus d'ouvriers à travailler dans les usines. » Ça, c'est un développement économique classique, qu'on soit socialiste ou capitaliste. Pour ce faire, le soviet paysan va faire remonter ses besoins et là, disons qu'ils ont besoin de 1000 tracteurs pour les 3 prochaines années. Le soviet central, qui a une vue sur l'économie tout entière, avec les rapports de chaque entreprise rédigés par tous les soviets, analyse la situation et voit qu'il y a moyen d'allouer, allez disons 1000 tonnes d'acier et 100 tonnes de charbon pour cette production. Le soviet industriel a donc la tâche de produire ses tracteurs avec ses ressources. Ils se disent que 3 usines devraient suffire, ils choisissent les lieux d'implantation par rapport au réseau ferroviaire, par rapport aux besoins des paysans et là où se trouvent des ouvriers disponibles. Et ils commencent alors la construction de 3 usines avec leurs 3 soviets d'ouvriers. Et pour terminer, chaque soviet des usines des tracteurs doivent donc produire 3000 tracteurs qu'ils enverront ensuite au soviet paysan qui va redistribuer ces tracteurs en fonction des besoins. Chaque soviet a participé à chaque niveau à la réflexion, la prise de décision et à l'application de cette fameuse planification. Et ça sans besoin de patron ni même d'échange monétaire. Et ça paraît fou dire comme ça de gérer une production sans échange monétaire, mais quand on réfléchit bien, on se rend compte qu'une grande partie de la production dans un système capitaliste fonctionne aussi sans argent. Sur l'immense chaîne de production de Ford qui va des mines de charbon à l'atelier jusqu'aux vendeurs de voitures, tu as en réalité des milliers de personnes qui travaillent ensemble sans que le gars qui fabrique le capot ne vende sa marchandise au type de l'atelier d'assemblage. Car au sein d'une même entreprise, les échanges se font sans argent car le travail est dit socialisé. Les soviets, en prenant le contrôle de l'économie, en réalité, ils ont socialisé l'ensemble de l'économie et ils coordonnent maintenant les différentes forces de production comme si c'était une seule et même gigantesque entreprise démocratique. Donc pas besoin d'argent ni même de concurrence, et pas de concurrence ça veut dire aussi pas de doublons. Genre si avant tu avais 3 entreprises de pneus, et ben tu avais 3 services de marketing, 3 services de comptables, 3 groupes de recherche, 3 directeurs. Et là avec ce système où tout est socialisé, les doublons disparaissent. Tous les ouvriers, les techniciens et les chercheurs travaillent ensemble sur le même plan de production. La société n'est plus divisée avec les salariés, les patrons, les banquiers, les politiques de l'autre. Avec genre tout le monde qui est dominé par le marché, par la concurrence ou par l'accumulation. Dans cette société-là, il n'y a plus que les gens qui réfléchissent, décident et exécutent les choses ensemble. Toutefois, cette histoire de planification va rapidement devenir complexe. Par exemple, en 1920, la Russie n'est presque pas électrifiée. Or, il faut de l'électricité pour l'agriculture, pour l'industrie, pour l'artisanat, pour élever le niveau de vie des Russes et globalement donc développer l'économie russe. Donc comment est-ce qu'on planifie ça? Eh bien les soviets vont déjà créer une commission spéciale à l'électrification avec dedans des types comme Vassili Starkov qui a travaillé à la construction des rares centrales électriques du pays. Cette commission est donc capable techniquement de construire d'autres centrales électriques. Et à partir de ce moment-là, il y a un débat qui fait rage. Les bolcheviks et Lénine sont eux favorables à un grand réseau national électrique. Sauf que le soviet paysan, lui, il veut plutôt un réseau électrique régional pour qu'il puisse avoir accès plus rapidement à l'électricité, même s'ils sont loin de Moscou. Et après de nombreux débats et votes à tous les niveaux des soviets, c'est la motion du soviet paysan qui l'emporte. La commission de Starkov va mettre au point de nombreuses petites usines de production électrique partout dans le pays avec donc des réseaux électriques régionaux.
Pour te dire, cette commission, ils ont produit un document de 500 pages pour dire précisément comment ils vont réussir à électrifier la Russie en 10 ans. Le niveau politique et technique de ces gens-là, c'était fou. Mais ça ne s'arrête pas là. En même temps de l'électrification sur 10 ans, il faut aussi planifier la production de machines électriques qui va utiliser cette énergie. Puis planifier un programme d'éducation pour avoir dans les 10 ans les millions d'ouvriers spécialisés nécessaires à l'entretien des installations, des ouvriers sans patron qui organiseront donc le travail dans leur soviet et qui doivent donc apprendre à lire, à gérer une production, etc. Et donc, dès 1920, tu as des militants soviétiques qui sont envoyés dans les campagnes pour faire l'école aux enfants de paysans. Bref, en régime socialiste, si tu veux planifier une chose, il faut planifier tout le reste. D'où l'importance d'avoir une très grande quantité de travailleurs qui sont à la fois sur le terrain et à la réflexion pour anticiper tous les problèmes techniques que pose cette immense planification. Et là, vous commencez à voir comment est-ce que la démocratie alliée à la planification, c'est banger. Tout ce dont on vient de parler, c'est vrai, ça s'est passé pendant la révolution soviétique, mais il y a quelques éléments dont on ne vous a pas parlé, et il faut absolument qu'on revienne dessus si vous voulez comprendre l'histoire. Déjà en 1917, si la révolution éclate, c'est contre la famine, mais aussi pour en finir avec la guerre où les populations ne font que se massacrer. L'État soviétique, à peine en place en 1917, envoie une délégation en Allemagne et signe l'armistice, montrant alors au monde que la révolution peut apporter la paix. Sauf que l'accord comprenait la cession d'un grand territoire russe aux Allemands, comprenant d'immenses ressources naturelles et entreprises industrielles qui deviennent des propriétés d'entreprises allemandes. Et forcément, les autres États capitalistes organisent un blocus contre l'URSS, isolant le pays du reste du monde, avec l'idée en tête que l'État soviétique s'effondre pour ne pas donner de bonnes idées révolutionnaires à leur propre population. Les militants soviétiques, ils ont dû passer de nombreux deals secrets avec des entreprises industrielles étrangères pour importer les fameuses pièces mécaniques et former aussi des ingénieurs en secret via des partis communistes étrangers. Les soviétiques espéraient que les militants allemands organisent une révolution socialiste pour leur permettre des accords de développement industriel entre les deux économies, histoire de recevoir les machines nécessaires à leur industrialisation, sauf que ça n'arriva jamais. Autre exemple, s'ils devaient à ce point électrifier le pays, c'est que des anciens nobles revanchards soutenus par les États capitalistes étrangers ont pris les armes pour occuper d'importants sites de charbon et de pétrole à l'ouest de l'URSS, rendant inaccessibles les ressources énergétiques pour l'État soviétique. Et ce cas-là a été généralisé dans tout le pays. Pendant 4 ans, entre 1917 et 1921, une guerre civile entre les anciens possédants et l'État soviétique déchire le pays, avec de nombreux massacres et des pogroms d'ailleurs, puisque à l'époque, les juifs étaient assimilés à des communistes. Ce qui fait que les premières années de la Révolution ont été celles d'une guerre violente qui mobilisa une bonne partie des forces. Le peu de production industrielle était tourné vers la fabrication d'armes, et le peu de surplus paysans était envoyé directement au front, tout comme les militants bolcheviques dont beaucoup trouveront la mort à la guerre, ou pendant l'épidémie de typhus, ou pendant la grippe espagnole, parce que ces 3 événements se sont passés en même temps. Et ça amputait à l'État soviétique une grande partie de sa population, dont ses cadres indispensables pour la gestion de l'économie du pays. En 1921, le revenu national russe a baissé de 66% par rapport à 1913. La production industrielle a baissé de 80%, le charbon de moins 90%, la métallurgie moins 93%. Les chemins de fer sont endommagés, les stocks épuisés, les échanges ville-campagne presque inexistants. Sans nourriture, le prolétariat des villes se désintègre en fuyant dans les campagnes. Moscou a perdu 50% de sa population et Saint-Pétersbourg 33%. En vérité, pendant les premières années de la Révolution, la situation en URSS est catastrophique. Donc si l'État a pris la main sur l'économie de cette façon, c'est parce que l'urgence de la guerre et de la pénurie imposait d'envoyer au front tous les surplus de production. Pas d'argent, pas de capital, mais un contexte immense dicté par les impératifs militaires, c'est ce qu'on appelle le communisme de guerre. Cette période spéciale entre 1917 et 1921, ce communisme de guerre a permis de combattre les anciens nobles soutenus par les puissances étrangères. Et lorsque cette guerre a pris fin vers 1921, la question de l'industrialisation de l'URSS a pris une autre tournure.
Parce que les paysans, sans mécanisation et manquant de bras, avaient une production agricole très faible. Et vu que tout était nationalisé, les paysans ne cherchaient pas à surproduire pour avoir des profits pour réinvestir ensuite dans leur ferme, tout simplement parce que le profit dans un communisme de guerre, ça n'existe pas. En 1921, l'État soviétique lance donc la NEP, une série de grandes réformes économiques qui ouvrent un marché pour les agriculteurs, les artisans et les petits industriels qui vendent alors contre de la monnaie leurs marchandises. Les agriculteurs peuvent travailler leurs terres, les agrandir et investir dessus directement. La NEP troque le communisme de guerre qui empêchait le développement économique du pays pour une économie mixte où le capitalisme est rétabli partiellement. L'État soviétique garde évidemment la main sur tout le reste. L'objectif reste le même, vendre la production agricole obtenue grâce à l'impôt pour équiper et soutenir le développement de l'industrie lourde. Le capital rétabli dans l'agriculture était le moyen pour poursuivre le développement économique. D'un communisme de guerre, on passe à un capitalisme d'État, ce qui n'était pas un aveu de défaite pour autant. Le capitalisme permet, dans certaines conditions, un développement économique. Tant que la production agricole permettait d'industrialiser l'État, ils disaient les soviétiques que la révolution perdurait. La NEP et la fin de la guerre permettent au rendement agricole de remonter, sauf que avec ça, tu as un autre problème, celui de l'accumulation. En concurrence entre eux, les paysans les plus fortunés rachètent les terres voisines, augmentent leur production et accumulent leurs profits. En 1925, 4% des paysans possèdent 50% des terres, 60% des machines et 66% de la production. Les paysans pauvres n'ont d'autre choix que de louer illégalement leurs terres aux gros paysans et de devenir leurs salariés. Donc la stratégie soviétique d'industrialisation du pays repose sur 4% de riches propriétaires fonciers. Une nouvelle classe qui connaît son importance et manifeste pour libéraliser encore plus le marché, baisser les taxes et avoir le droit d'exporter à l'étranger pour maximiser leurs profits. Le retour de la lutte des classes, donc entre l'État soviétique d'un côté et de l'autre cette nouvelle classe de propriétaires fonciers. Autre problème, l'industrie lourde se développe lentement et ne produit pas assez de machines, d'outils et de biens de consommation. Alors l'argent des riches agriculteurs est dépensé dans un artisanat au rendement catastrophique et qui pourtant se développe partout dans le pays. Et vu que les agriculteurs vendent leur surplus pour une demande très faible de produits industriels, il y a d'un côté un effondrement des prix agricoles, donc de leur rendement, et de l'autre côté, une augmentation des prix des objets industriels. Sachant que les industriels, sans industrie lourde, sans pièces mécaniques, sans grandes machines, ne peuvent pas vraiment réinvestir cet argent pour augmenter leur force de production, ce qui fait que la machine économique est cassée. Donc, après leur révolution d'octobre 1917, cette guerre civile, ce communisme de guerre, après tout ça, l'URSS tomba dans une crise économique dont ils ne peuvent pas vraiment sortir. Sauf qu'en 1923, les soviets se vident, à cause de la faim, à cause de la fatigue et à cause du tassement de l'élan révolutionnaire. Et vu qu'une bonne partie de l'économie est maintenant libéralisée, les soviets ne contrôlent plus toute la production, ce qui rend bien plus compliqué la planification. Sans ces précieux soviets, l'État n'a ni œil ni bras pour gouverner. Alors, le travail des soviets démocratiques est remplacé par une bureaucratie d'État qui se nomme elle-même dans une interminable excroissance reposant sur la production capitaliste des grands propriétaires agricoles. Pour vous dire, quelques années plus tard, en 1927, il y a quasiment autant d'ouvriers industriels que de bureaucrates pour gérer la production industrielle. Le socialisme soviétique a laissé place à une bureaucratie parasitaire. Et pourtant, cette situation était prévisible. D'ailleurs, en 1923, Trotsky et Lénine ont proposé un plan pour lutter contre la bureaucratie naissante. Leur solution, ouvrir le parti à des nouveaux révolutionnaires formés pour ensuite qu'ils réinvestissent les soviets partout dans le pays. Et puis approfondir la contestation libre qui avait été réduite par le communisme de guerre. Ils voulaient aussi envoyer partout dans le monde de précieux militants bolcheviques pour provoquer des révolutions dans un autre pays industrialisé et sortir l'URSS de son isolement pour accélérer à grande vitesse son industrialisation.
Sauf qu'à ce moment-là, Lénine, il est malade, Trotsky, lui, il est contesté, et un certain Staline, appuyé par la bureaucratie naissante, prend peu à peu le pouvoir. En 1924, Lénine meurt, Trotsky, lui, se fait chasser du pays en 1929, et la bureaucratie stalinienne écrase alors les soviets. L'état bureaucratique stalinien en formation va accepter les revendications des grands propriétaires agricoles. Il va baisser les taxes, augmenter le prix des céréales, casser les coopératives, bref, il libéralise l'agriculture pour pousser la concentration des fermes dans les mains de quelques propriétaires terriens qui organisent alors quasi toute la production agricole russe via seulement quelques entreprises. L'industrie lourde, elle, commence à se développer péniblement et à mécaniser les campagnes. En réalité, le cycle industriel commence enfin. Donc, après que le capitalisme ait permis de créer des quasi-monopoles agricoles, tu as l'État stalinien qui va réquisitionner par la force les terres. Une collectivisation violente et désorganisée qui va déstructurer la production agricole et faire disparaître en 5 ans 50% des chevaux, 40% des bêtes à cornes, 50% des porcs, 60% des moutons et provoquer l'apparition de crises agricoles chroniques avec de grandes familles dont l'URSS ressentira encore les effets jusque dans les années 60. Après une phase de communisme de guerre imposé puis de capitalisme d'État, l'économie de l'URSS devient une bureaucratie planificatrice. C'est donc la fin de la démocratie, donc la fin du socialisme et la fin de la révolution soviétique. Mais malgré tout, cette planification qui était d'abord soviétique puis bureaucratique a obtenu dans son histoire de très grands résultats. Pour rappel, dans les années 20, l'URSS était un pays ravagé, déstructuré, sous-industrialisé, largement paysan et en plus de ça, décimé par les guerres et les maladies. Et 20 ans plus tard, grâce à ces planifications, elle fut suffisamment puissante économiquement et industriellement pour tenir tête à l'armée nazie, basée elle sur l'historique industrie capitaliste allemande. Et après la guerre, l'économie de l'URSS s'est encore développée avec la production de nombreux objets de consommation, des armes, des usines et même des programmes spatiaux, rivalisant alors pendant longtemps avec l'économie états-unienne. Et cette histoire laissera toujours un arrière-goût un petit peu particulier, car la révolution soviétique a duré dans les phases les plus douloureuses et compliquées, a réussi à amorcer un nouveau cycle économique, mais s'est étouffé juste avant la révolution industrielle du pays. À quoi aurait alors ressemblé l'URSS si la démocratie soviétique avait perduré? Si les travailleurs avaient vraiment décidé de leur société avec une agriculture et une industrie performantes et productives, si la démocratie soviétique avait parvenu à survivre au communisme de guerre. Bref, la révolution soviétique qui a été appliquée pendant quelques années en Russie a montré que la planification et le développement économique pouvaient se faire par la démocratie. Une démocratie qui nous permet donc d'utiliser au mieux à la fois notre force de production et notre temps dans un plan que nous avons décidé et construit ensemble. Cette planification de l'économie par la démocratie permet d'éviter la formation d'une immense bureaucratie improductive qui s'étend encore et encore sur le dos des travailleurs. Une démocratie qui permet donc d'utiliser au mieux nos forces de production, notre temps pour un plan économique que nous avons décidé ensemble. Une absence de gâchis qui a permis à l'URSS de tenir durant ces temps de pénurie tout en organisant péniblement mais victorieusement son développement industriel. Le modèle capitaliste anglais et états-unien ne sont donc pas les seuls modèles de développement et la planification d'État peut très bien être organisée de façon démocratique. Et c'est bien d'avoir ça en tête quand, lors de nos prochaines manifestations et blocages, on va se poser la question de quelle société nous voulons. Alors si notre situation est totalement différente qu'avec celle de l'URSS, leur révolution est tout de même remplie d'histoires inspirantes, mais ça c'est pour une prochaine vidéo. Et évidemment, cette série sur le capitalisme, comme tous les autres projets qu'on porte sur la chaîne Le Canard Réfractaire et Actu Réfractaire, ça demande énormément de temps, de travail et donc de gens. On est une grosse équipe maintenant au Canard Réfractaire pour vous offrir tout ça. Et si tu veux qu'on puisse continuer à faire ces projets-là, qu'on puisse se développer tout en restant indépendant, il faut nous financer et il y a le lien Tipeee en description pour ça. Sur ce, amis réfractaires, rendez-vous au prochain épisode. Quack.